Donc, bonjour tout le monde. Alors, ici Régis Lucius en personne. Alors, j'ai finalement complété le voyage d'exploration aux terres de Taïos, du moins une portion des terres de Taïos, la portion de la ville de la liberté, hein, le City of Freedom. Donc, là, je vous fais aujourd'hui ce petit vidéo récapitulatif pour un peu servir de révision, pour fermer le dossier dans le fond. Avec ça, donc je vais vous raconter tout ce que j'ai vu, du moins l'essentiel de mes commentaires. Puis on va poster ça en ligne, puis ça restera un peu notre référence sur le sujet jusqu'à ce qu'on un jour passe aux prochaines étapes relatives à ce dossier-là. Sinon, autre-temps, on passera sur d'autres dossiers. Donc, je suis parti vendredi la semaine passée, le 26 mai 2023, en avant-midi. Et je suis arrivé en soirée là-bas, un peu avant que le soleil se couche. Et je suis revenu hier. On était quoi hier? On était donc le 3 juin 2023. Donc, je suis resté une semaine, grosso modo. Et ça a vraiment très bien été, je le mentionne. Donc, avant d'aller plus loin, là, je vais regarder ça en détail. Ça risque d'être une longue vidéo, ça va prendre une bonne heure. On va regarder quelques vidéos que j'ai fait aussi. Mais avant de commencer, je vais tout de suite commencer avec la fin. On va commencer avec le résumé total de l'histoire. Parce que vous regarderez le reste du vidéo si vous voulez voir la suite et les détails. Donc, en gros, maintenant que j'ai pu visiter cette région, dans laquelle nous voulons ou prévoyons un jour, ou du moins établir une nouvelle ville, ou du moins on a le potentiel d'établir une nouvelle ville. On a maintenant ces terres-là, techniquement, maintenant appartiennent à l'État de Taïos. Okay? Donc, c'est plus le Québec, c'est maintenant l'État de Taïos. Là, la question, c'est toujours, qu'est-ce que ça a l'air là-bas, et ainsi de suite. Donc, bon, premièrement, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est extrêmement loin et c'est extrêmement isolé. Okay? Se rendre là-bas, c'est pas facile. Peut-être pour les gens de Gatineau, Ottawa, dans ce coin-là, c'est plus proche. Mais si vous partiez de la ville de Québec, c'est extrêmement loin. Donc, c'est loin. Puis même rendu dans le coin de la ville de Pembroke en Ontario ou de Chapleau au Québec, encore là, se rendre dans la région, c'est de la job. Là. Je vais en parler. Là. Je clarifie quand même que de la manière dont nous on approche le sujet, autant c'est un problème, cette distance-là, la complexité de s'y rendre, que autant que c'est un avantage stratégique. Parce que justement, le fait que ça soit éloigné, ça en fait une zone un peu isolée, puis ça peut permettre de créer une ville un peu protégée là, dans une enclave, une espèce de sanctuaire. Donc, c'est quand même, moi je dirais, mi figue mi raisin, c'est quand même bien ça, là, grosso modo. Là. Du point de vue de la forêt, c'est une forêt magnifique. Vraiment, ça, c'est un de mes éclats les plus importants. C'est une forêt en bois franc. Hein, c'est du feuillu pratiquement partout. C'est vraiment magnifique. Donc, une ville qui se développerait là-bas, mais il y a du bois franc à l'infini, littéralement. Là. Donc, le climat est magnifique aussi. C'est chaud. J'étais surpris. Des fois, on pense, vu que c'est loin, on se dit, ah, ça doit être froid. Non, c'est chaud. Ben, c'est proche d'Ottawa quand on y pense. Hein. Donc, c'est dans le même coin-là. C'est très chaud. C'est plus chaud que la région où moi je vis ici. Et puis, c'est plus sec aussi. Donc, c'est plus chaud, plus sec. Ça se voit dans la forêt, ça se reflète dans la végétation. Donc, vraiment, là, dans les standards de l'Est, là, vraiment, la forêt, sublime. Bon, évidemment, j'ai pu voir la fameuse rivière Moria, on l'appelle, et aussi le lac Zion. Et c'est littéralement des petits paradis, là. On va regarder ça en détail. J'ai même des vidéos à vous montrer, mais c'est vraiment, c'est super. Le type de terre, hein, c'est ce qu'on dit en anglais, on appelle ça du sandy loam, donc du loam sableux ou une terre sableuse. Là. Donc, c'est positif et négatif. Tu as des meilleures terres agricoles dans le monde, si on peut pas le nier, mais en même temps, ça peut être très bien aussi. Probablement en la travaillant un peu, en amendant avec souvent des cendres de bois, ainsi de suite, tu peux modifier le pH. Puis, il y a aux États-Unis, je sais qu'il y a des régions qui ont du sandy loam. Puis ça fait des régions très, très profitables aussi. Aussi les vignes, il y a des vignes qui poussent très bien dans ces régions-là, aussi en Australie aussi. Donc c'est quand même très bien, là. On peut vraiment très bien faire dans ce coin-là. Puis, essentiellement, ce qui en ressort de ce voyage-là, moi ce que j'ai réalisé, c'est que ça peut faire un sanctuaire incroyable. C'est vraiment un potentiel petit paradis, ce coin-là. En même temps, j'ai réalisé, vu la distance, vu la complexité, vu le fait que c'est très difficile de l'atteindre, amener des matériaux ou construire là-bas, c'est très difficile, sinon pratiquement impossible. Et donc, on parle
d'un événement pionnier. Là. On parle vraiment là, de repartir à zéro. Là. C'est les colonisateurs. Là. Donc, c'est un effort colossal d'aller là-bas. Non seulement par la distance, mais aussi tout ce qu'il y a à faire, qui littéralement tout est à faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un environnement pratiquement vierge. Et donc, le verdict final, c'est vraiment un endroit magnifique, un potentiel extrêmement élevé, et ultimement, ça fait un plan B fantastique. Okay, là, vous remarquerez que j'ai bien dit plan B. Okay? Donc, pourquoi? C'est parce que, justement, autant il y a des beaux avantages, autant les complexités d'aller là, moi, je me suis rendu compte en étant là-bas que c'est trop loin, c'est trop compliqué. Dans nos temps, on est... bon, je vais en détail, mais en gros, les gens ne déménageront pas là-bas, à moins qu'ils soient vraiment désespérés. Donc, s'il y avait une guerre mondiale là, qui brûlait la terre entière, que les gens avaient une famine, ou les gens... Tu sais, vraiment quelque chose de catastrophique qui fait que les gens auraient une peur réelle. Tu sais, le feu est au cul, si vous me permettez l'expression, là. Là, les gens se sauveraient. Puis là, pour se sauver, là, quand leur vie est en danger, là, les gens iraient là-bas, puis là, on démarrerait une nouvelle vie. Puis il y aurait quand même une couple de premières années extrêmement difficiles, vu que c'est du pionnier. Mais je pense pas que les gens vont bouger rapidement. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça va faire un plan B magnifique. On l'a. On le sait qu'il est là. Un jour, si on en a besoin, on l'aura. Okay? Donc, ça, c'est l'essentiel là, du verdict. Maintenant, je recommence à zéro, puis on va regarder un peu toute l'histoire de comment ça s'est passé, puis les détails. Bon, je ne sais pas si tout va être intéressant, mais je vous le raconte un peu comme moi ça m'est venu à partir de là. Donc, là, avant de commencer, je veux clarifier une petite chose. Lorsque je me réfère à des noms d'endroits comme Québec, Canada, Zec-Saint-Patrice, Ottawa, je ne fais pas référence aux entités légales. Ce que je fais référence, c'est les régions de terre généralement reconnues comme étant. Donc, un exemple, justement, la ZEC-Saint-Patrice, c'est un concept légal qui n'existe que dans l'État du Québec. Donc, dans Taïouche, nous, ça n'existe pas. La ZEC-Saint-Patrice, ça n'existe pas. Ni aucun de ses officiers. Mais bon, on peut utiliser le terme pour référer la région généralement connue telle que ça facilite la localisation géographique. OK? Donc, si jamais je veux parler, quand je parle du Québec, même chose, je parle de la terre. Ainsi de suite. Si je parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je parle de la région terrestre de cette région-là. Si jamais je veux explicitement parler des entités légales, je vais le dire. Donc, l'État du Québec. Bon, dans ce temps-là, je parle vraiment de le Québec. La province du Québec, là, étatique, là, l'entité légale. OK? Bon, pour clarifier. Bon, donc comme je disais, je suis parti le 26 mai 2023, la semaine passée, quand même bien équipé. Je ne savais pas trop comment de gens allaient se présenter, mais je me doutais bien que vu la distance, il n'y aurait probablement pas grand monde, mais c'était quand même ouvert. Puis, bon, ultimement, il n'y a pas grand monde qui sont venus non plus. Il y a des gens qui sont venus, mais pas grand monde sont venus. Puis très honnêtement, je suis même content que les gens ne soient pas venus, parce que c'était tellement loin, tellement difficile d'accès, que... Bon, là, justement, on peut parler. Donc, la distance. C'est loin, je viens de le dire, je le répète, c'est vrai, c'est tellement loin, c'est loin. Parce qu'il faut se rendre premièrement jusqu'à Gatineau. Ce qui est déjà pour beaucoup, là, dépendamment d'où vous partez dans le monde, c'est loin, la région de Gatineau. Après ça, Gatineau, il faut encore faire une bonne heure jusqu'à la région de Chapleau, au Québec, ou sinon, tu as Pembroke, en Ontario. Donc, c'est une bonne heure encore rendue là. Puis quand tu arrives dans ces régions-là, ben là, faut que tu montes, faut que tu rentres dans la forêt, essentiellement. C'est là que même ça se gâte, là, parce que là, faut rentrer dans la forêt. Puis là, moi, j'ai une petite voiture de ville, basse. Alors, j'ai découvert un peu... Donc, c'est des routes... T'as 2 routes pour te rendre, je vais regarder ça. Donc, mais c'est des routes très difficiles, vraiment, là, t'es dans un environnement rough, là. Fait que c'est fait pour des pick-up, c'est fait pour des camions, puis c'est des routes, en anglais, de logging, là. C'est des coupes de bois, là, avec des gros camions remplis de bio de bois qui passent là-dessus, tu sais, c'est de la route de forêt, puis il y a 2 routes, une des 2 est quand même assez même mal maintenue. Donc, justement, j'ai ici, on va regarder les photos, là, donc, on a ici on voit ici les 2 routes principales. Donc, vous avez 2 choix. La meilleure route, c'est la mauve qu'on voit à droite, qui est en fait le chemin des Bois-Francs. Puis quel beau nom d'ailleurs, le chemin des Bois-Francs. C'est tellement vrai parce que c'est vrai, c'est du Bois-Franc. Bon, tu sais, pour ceux qui sont habitués, je vais y revenir là, mais bon, c'est vraiment donc une belle route. Donc le chemin du Bois-Franc, c'est la meilleure route. Elle monte. Là, la ligne noire représente la
la limite essentiellement de la frontière taïenne. Donc, vous continuez au Québec, dans le Québec un bon bout de temps. Puis quand vous arrivez près de Jim Lake, là, c'est là qu'on rentre dans Taïos. Et là, ça se rend jusqu'en haut, jusqu'à la région de la ZEC-Saint-Patrice, donc, qui est en fait Freedom City, qu'on peut voir ici encerclé en rond. À partir justement de Jim Lake en montant, ça vient. Avant ça, c'est de la gravelle, là, un beau chemin qui est quand même raisonnable. Vous allez avoir des petites pierres en dessous de vos pneus, mais bon. Mais à mesure que vous montez, ça devient plus rough. Il y a des roches, là, des grosses roches quand même. Puis, si vous avez une petite voiture de ville, c'est pas évident. Mais ça se fait, là, ça se fait. Il y a aussi l'autre route, hein, quand on peut voir. Bon, la première, il y a deux portions. La première portion, c'est la ligne jaune, hein, qui est la portion de Chapeau jusqu'à peu près là où la ligne justement de Taïos commence, coïncidence. Bon, ça, cette portion-là, c'est des routes régulières, c'est bien, c'est des petits villages. Là, il y a le Chiumboro, je me souviens plus trop bon. Puis bon. Là, à un moment donné, tu rentres dans la forêt. C'est justement, ironiquement, ça coïncide avec l'entrée dans les lignes de Taïos. Fait que tu rentres dans la forêt. Puis là, après ça, c'est un chemin là, que, honnêtement, moi, je vous le conseille pas du tout. Parce que, à moins que vous ayez un gros pick-up. Parce que, c'est vraiment une petite route en sable. S'il pleut, ça risque d'être de la boue. Il y a beaucoup de grosses roches qui sortent. C'est un chemin, je pense que c'est les gros camions qui passent par là. Encore une fois, les gros camions de logging, là, de bois. Qui passent par là. Le chemin est plus court que le chemin des Bois-Francs, mais ultimement, il est potentiellement plus long parce qu'il est plus petit, encore une fois, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de grosses roches. Vous pouvez briser votre voiture. J'ai pas assez proche. En fait, j'ai frappé quelques roches en dessous de ma voiture moi-même. Bon. Et puis, ultimement, vous arrivez au même point, qui est en haut, la ZEC Saint-Patrice, mais encore une fois, c'est juste la région, parce que ça n'existe pas pour nous, Taïos. Mais on arrive essentiellement au lac Zion, ou autrement connu, entre parenthèses, le lac Saint-Patrice, et justement de la région où on voudrait bien développer la ville. Donc, bon, moi, là, le premier. Là, bon, là, j'arrive rapidement. Donc, là, les routes, je mentionne, c'est ça. Un des gros aspects difficiles pour ces deux routes-là, c'est que c'est des routes difficiles. C'est des petites routes, des petites voitures de ville. C'est très. Vous risquez de briser votre voiture. Peut-être un peu moins sur le chemin des Bois-Francs. Si vous conduisez doucement, vous pouvez vous rendre. Puis d'ailleurs, d'autres l'ont fait. J'ai passé par là aussi. Moi, j'ai fait les deux routes, justement. Je suis monté par une, puis je suis revenu par l'autre. Fait que j'ai pu voir. Puis, donc, bon, mais si vous prenez l'autre petite route, là, qui n'a pas de nom, mais c'est une route de forêt, là, elle, peut briser votre voiture. Fait que c'est pas facile de se rendre. Puis même si c'est comme 50 pour une ou 70 pour l'autre route de kilomètres, hey, c'est long, c'est vraiment long, ça prend une bonne heure et demie. C'est parce que vous ne pouvez pas aller rapidement, c'est vraiment ça. Dépendamment de votre voiture, là, vous allez faire entre de 50 à 70 km/h, pas plus vite que ça, parce que vous ne voulez pas briser votre voiture, c'est de la petite pierre, et ainsi de suite. Peut-être avec un gros pick-up, il faut aller plus vite, mais même à ça, il y a des zigzags, puis en tout cas, c'est quelque chose. Fait que c'est quand même long, puis quand vous arrivez dans la forêt, ben là, encore une fois, là, il y a des chemins encore plus compliqués, il y a des trous de boue, il y a des roches cachées dans tout ça. C'est loin, là, puis c'est possible de briser sa voiture. Fait que c'est normal que les gens ne puissent pas venir dans son. Et bon, vous savez aussi, ces petites routes-là étaient maintenues par Québec, mais maintenant, là, c'est Taïos. Là, légalement, Québec ne possède plus ces terres-là. Légalement, donc, Québec doit aussi arrêter. Tous les permis de coupe de bois doivent arrêter. Déjà, même maintenant, en fait. On leur a donné, du moins pour la ZEC Saint-Patrice, ou cette région-là, on leur a donné un an jusqu'à 2024 pour terminer les activités civiles, de loisirs, mais du point de vue de la coupe, c'est fini. Ils sont supposés arrêter maintenant. Donc, est-ce que la question, c'est juste que Québec va arrêter de maintenir ces routes-là? C'est dur à dire. C'est possible. Ce qui veut dire que le Taïos devrait éventuellement prendre le contrôle de ces routes-là pour les maintenir. Aussi, bon, c'est ça. Donc, éventuellement, puis là, ça fait une région, si jamais présumons qu'on devenait à faire une ville dans ce coin-là, ça deviendrait très isolé. Puis là, je clarifie une chose. Moi, je vois ça comme autant un négatif que aussi un positif. Pour moi, ça me fait penser à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK? Vous connaissez la région. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile de traverser le parc des Laurentides, mais quand on pense il y a 100 ans ou 150 ans, c'était toute une aventure de traverser le parc des Laurentides. Non seulement parce qu'il fallait traverser encore une fois les montagnes, la route était pas belle. Jusqu'au milieu des années 90, je sais qu'ils ont construit une nouvelle autoroute, mais avant ça, c'était un petit chemin très dangereux. Non seulement il fallait traverser des montagnes, ce qui n'est pas évident, mais en plus de ça, si vous regardez les cartes, c'est comme un microclimat. Il y a de la neige, c'est vraiment intense cette région-là, c'est pas une blague, il y a vraiment un microclimat d'horreur. Il y a des gens là-bas qui disent que le seul mois où tu es sûr de pouvoir de la neige dans le parc des Laurentides entre Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le mois de juillet.
Tous les autres mois, tu peux théoriquement avoir une tempête de neige. Fait que c'est très intense. Fait que c'était très difficile. Fait que vivre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était vivre isolé. Hein. C'était vraiment un micro-pays, une micro-région. Puis aller en ville, là, aller à Québec ou à Montréal, c'était une aventure. C'était un voyage de jour. Il y a aussi les régions des Laurentides où avant que le train arrive, là, c'était long. Là, partir et retourner en ville, c'était des grosses aventures. Fait qu'on reviendrait un temps comme ça si on était allé vivre là-bas. Justement, le fait que Taos est un autre pays, ça fit, là, ça fonctionne dans ce genre-là. Fait que ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait de faire un sanctuaire. Il y a cet aspect-là. La distance rend tout plus compliqué, hein? Construire, mais l'hiver aussi, les chemins, il faut les ouvrir, ou sinon on reste isolé. Mais en même temps, dans un état où on a un monde qui est dans une situation incertaine, on peut aller chercher un effet sanctuaire, isolé du reste, puis avoir la paix. Puis c'est très difficile pour les autres de venir nous voir ou nous envahir. Donc il y a une zone buffer, là. Hein? Donc c'est bien quand même. Ça peut créer une ville qui est isolée puis paisible. Puis là où les Taïens vivraient en paix. Fait que, comme je dis, il y a du bon et du mauvais, là, les deux. Là. Donc, c'est pas mauvais en soi. Donc, moi, donc ce jour-là, moi, je suis allé poster Je suis parti, j'ai commencé par la première route. J'ai fait 36,7 km dans sur le chemin des Bois-Francs. Et là, je suis allé placer cette pancarte-là juste sur la limite, et sans grosso modo la frontière taïenne, un petit peu à l'intérieur de la frontière taïenne. Fait qu'on la voit ici sur cette photo. Et là, je suis revenu, donc j'ai refait les 36, je suis allé remettre de l'essence à Pembroke. Et après ça, je suis reparti. Et là, je suis remonté par l'autre chemin, le plus petit, le plus court, ne sachant pas quoi m'attendre. Et là, bon, évidemment, et je suis allé placer à peu près 22 km en partant de Chapeau, du petit pont de Chapeau. Ça nous donne encore une fois l'autre limite de Taos. Et là, on voit ici sur la carte, ici la vidéo, l'image encore une fois, l'autre pancarte Taos. Donc les pancartes ont été mises sur la frontière de ces deux routes-là. Et là, après ça, moi, j'ai continué. Le petit chemin, on voit que c'est un chemin plus de sable. Il est beau, en fait, à cette portion-là, mais il devient plus rough en chemin. Bon, ceci étant dit, je me suis quand même rendu. Ça a été une coupe de roches qui ont frappé le dessous de ma voiture. Mais je me suis rendu. Et le premier soir, moi, je suis arrivé, c'est mêlant rendu aussi dans le coin de la ZEC Saint-Patrice, là, je mets ça toujours en guillemets. C'est mêlant parce que c'est pas c'est pas clair, hein, c'est pas très bien identifié. Il y a beaucoup de petits chemins, c'est pas toujours clair lequel. Donc, en tout cas, moi, je suis arrivé, je me suis mêlé parce que la manière dont les pancartes sont installées, ça donnait l'impression que j'arrivais au bon endroit. Et je suis arrivé, puis il y avait un camping Saint-Patrice, et je suis tourné là. Et pour ça, ça concordait avec mes attentes là, de l'endroit. Alors, en fait, je l'ai su le lendemain qu'en fait, je devais aller un petit peu plus loin vers le nord, mais bon. Et je suis passé par ce camping-là, qui était essentiellement désertique quand je suis arrivé. Et là, le chemin continue, donc je suis passé. Traverser de la boue, des bons petits chemins de boue, j'ai eu peur de rester pris, frapper plusieurs roches encore une fois. Je suis surpris que ma petite voiture est passée par là, mais j'ai réussi à passer et j'ai débouché dans une zone. Une zone vraiment. Donc, en fait, je l'ai su le lendemain, j'ai commencé à m'en douter, puis je l'ai confirmé quand j'ai trouvé le bon endroit. J'étais au sud de la portion. Fait que là, je vais montrer ici le vidéo. Donc, j'étais dans la portion sud du lac Saint-Patrice. Donc, on voit ici en jaune, c'était le chemin où je devais aller, où je croyais que j'allais. Mais en fait, on voit où je suis rentré en rouge, c'est là où il y a le petit camping. Et après ça, je me suis ramassé dans la région en bleu. Puis là, pourquoi c'est notoire de parler de tout ça? Ben, c'est que, bon, j'ai pu voir une autre région, hein, de la région du lac Zion, entre guillemets Saint-Patrice, mais vraiment, le lac Saint-Patrice, c'est un nom qui n'appartient que dans la juridiction du Québec-Canada. Donc, nous, dans le Taos, on l'a rappelé lac Zion. Pourquoi c'est notoire? Ben, j'ai passé ma première nuit là. La raison pourquoi, c'est que, j'étais pas sûr où j'étais. Je pensais peut-être être là où je devais être, donc au nord de la rivière, dans le coin de la ligne jaune. Mais surtout, c'est que le soleil commençait à se coucher. Puis là, souvenez-vous, comme je vous disais, j'ai passé des chemins de boue. J'étais pas trop sûr que je pouvais en ressortir. Je voulais pas rester pris. Le soleil commençait à baisser. Donc, j'ai décidé de me tenter là. Bon, là où j'ai été surpris, c'est quand je suis arrivé, j'ai vu la région a été complètement coupée à blanc. Complètement déserté de forêt tout d'un coup. C'était donc ce que j'ai réalisé, c'est que c'est ça. Donc Québec, dans la région de la ZEC, hein, c'est une zone d'exploitation contrôlée, c'est ce que ça veut dire. Donc moi, j'étais pas trop sûr de ce que ça voulait dire, mais là je crois que je le comprends. Essentiellement, c'est qu'ils coupent du bois.
Donc là, Québec a permis aux compagnies forestières de couper une très grande quantité de bois. En fait, c'est honnêtement, de moi, ce que j'ai eu, c'est de la coupe à blanc, là, parce que c'est rare. Donc, j'ai une vidéo justement que je vais vous montrer à l'instant. Puis on voit. C'est en anglais, remarquez. Je l'ai pas fait. C'était mon premier vidéo. Je l'ai fait juste en anglais. Je m'en excuse. Je vais faire des petits commentaires peut-être par-dessus. Mais en gros, c'était. C'était. C'était désertique. Bon, j'ai bien dormi là quand même. Puis, il y a des bons quand même. Donc, ce que j'ai vu lorsque. Le fait que en fait, on va regarder une petite vidéo tout de suite, puis on en parlera après. Donc, je le mets. C'est parti. Hey everyone, this is Regis here in person. So this is day 2 or day 1 full day at the lands of Teos and more precisely Freedom City. So that's pretty cool. So I actually I'm pretty sure I took a wrong turn. It's very confusing around here, and I'm on the southern side of the lake instead of the northern one. So I'm just about to go there now. So, but it's pretty cool because it being here still completed what I was trying to accomplish, which is to survey the lands. You know, get an idea of what it looks around here, and so it goes. We do have a better idea. Actually, it's pretty cool. Okay, first of all, most important. It's hardwood forest. That is pretty freaking fantastic. It's a high dominant hardwood forest. It's almost all hardwood, really. Look, you see there, it's just hardwood. Everywhere, it's hardwood. So, there's very little evergreens, and the dominant strain of evergreen is pine. I guess both red pine and white pine, I figure. I'm not an expert, but in any case, it's pine, which is, at least as far as I'm concerned, being used to the more northeastern part of North America, it's pretty rare. It's usually balsam fir. So pines, lots of pines. That's fantastic. It's a very warm forest. It's also a dry forest compared to at least where I'm used to in the area generally referred to as Mont Tremblant, which is colder. So it's actually very, very cool. I went for a trek in the woods. It's very nice. And what we're seeing here now is that basically this is Quebec was operating a ZEC on the public lands while they were public, before they were taken by Teos. And a ZEC is basically a controlled zone. So basically they're logging essentially. Sorry, the flies here are eating, but in the woods there's not that many. It's just up here in the clearing. So yeah, so basically the companies are logging, and so they've been clearing the woods. But so as you can see, it's there's piles of wood. It's all hardwood. Look at that. That's maple right there. You got birch there. Yeah, it's all good wood. Actually, it's all great wood. So what is nice about this is that they've been making roads for their trucks to pass so they can collect the woods. And these clearings, they basically they did 60% of the work for us. Like, they cleared the wood. Now, of course, we lost the wood, but can't blame them. Teos was not here before, so it's kind of, they'll regrow. But you see, the wood is now. Mind you, the land is not de-stumped, and it's still very rough. There's still work to do, hard work too. But at least the cutting is done, or mostly done, and the logs have been taken out. So that's a large part of the work. So that's kind of important because we could very easily build houses around here, like lands. People could start colonizing. There's still work to do, but some work has been done for free. Well, for free. They got paid in wood, so there's no big deal there. They're compensated. So this is just a teeny part. There's like huge areas of so we really have acres and acres and acres of cleared forest, which is basically helping us because the area is cleared. So that's pretty amazing considering everything. So this means that the pioneers, the colonists who would like to come here and build them homesteads, I mean, it's going to be a lot of work.
It's definitely pioneer work, but it's definitely feasible, and actually, as we can see, work has been done already. People can arrive here, use the roads, and clear up, build their first home, or their first cabin at least, and then once they got something, can always build something bigger later. So you see, these are the woods. It's all hardwood. It's beautiful. It's incredible. It's really a wonderful forest. I can't believe this area is unused. It's cleared. I can't believe this area can make an incredibly wonderful city. The climate is nice for these kind of trees to grow. Is a very nice climate for North America, at least. The bugs level is actually fairly low. Here there's a bit more because we're in the clearing, but as soon as you enter the woods, it's very comfortable. They're really not annoying. So here we're pretty much at the tip of a certain area where they've been logging. Not quite sure how it works, but they seem to make these zones and they come clear the wood. So as we can see, still piles here. Birch again, maple down there. Like it's hardwood. Now that's incredible because it means that as a city, once the homesteads are, we have a near infinite amount of hardwood to build. So we can build with hardwood instead of pine, or that's crazy. We have pine too, but it's extremely high quality wood. So you can make very strong houses, good furniture. Definitely high quality wood. Now Quebec has been allowing the cuts here, but that's gonna end as Teos takes place. So they don't seem to have been operating this year, from what I see. This seems to be from last year. The wood is dry, so up to now there does not seem to be any logging activity. But as you can see, it's all hardwood. So you see all this clearing, and there's acres and acres and acres. It's, over there is full. It's very large. These are all areas where people can build their homes. At the very least, a base camp. We can get set up, and then once you have a base camp, a basic town, then after that you can expand and start getting comfortable. And within a couple of years, I don't know, 30 years, 50 years, you've got a city, in quotes, a large town, and you go living. So the sand is very sandy loam, essentially, as far as I would know. It's sure we can definitely grow thing here. Probably a bit acidic. I've seen a lot of blueberries, which is good. But it also means that the soil is probably a bit acidic, but that's fine. We can always transfer it over time, burn with wood ashes, especially with a lot of hardwood. Each time we spread the ashes on the land, eventually it will terraform, if you see what I mean. And eventually it can be very good producing lands. It's a very nice area. So I'll make more videos. Thank you. OK, donc c'était mon premier vidéo. Et ce qu'on voit bien dans le vidéo, en fait, c'est la coupe à blanc. On voit bien que on voit ce que les compagnies font, les compagnies de coupe. Ils créent des chemins, des chemins de sable. Là. Puis là, ils passent avec leur camion, puis ils coupent à blanc, puis ils ramassent tout. Puis donc c'est ce qu'on voit. C'est toujours intéressant du point de vue de l'écologie. Là, on se fait dire sans arrêt qu'il faut sauver la nature, il faut sauver la nature. Si un particulier coupe un arbre sans permis, hey, les cours du Québec ou du Canada vont vous ramasser comme si vous étiez le criminel de la... Et après ça, on voit ça, eux, ils coupent à blanc. Là. D'ailleurs, je mentionne que le dernier jour, lorsque je suis revenu, j'ai rencontré et interagi avec des locaux, très brièvement. Mais eux, ils se demandaient qui j'étais, ils posaient des questions, ils trouvaient ça intéressant que j'ai une plaque d'immatriculation Tayo sur mon véhicule. Mais eux, ils se demandaient si j'étais pas de Greenpeace, justement.
Ils sont outrés et dégoûtés de la coupe, parce qu'évidemment, cette portion-là du sud du lac, eux autres, c'était une région aussi qu'ils utilisaient. Là. Il y a un camping de chaque côté. Il y avait, puis moi-même ayant marché dedans, tu vois des petits chemins là, où il y avait avant un petit chemin de marche dans le bois. Puis, c'est rasé maintenant. Fait qu'ils sont outrés de ça. Donc, ils espéraient que je sois quelqu'un de Taos, de Greenpeace, excusez-moi. Et pour ces gens-là, si un jour ils voient ce vidéo-là, sachez que Taos, en partant, vous gagnez déjà, parce qu'avec Taos, le Québec n'a plus le droit de couper. C'est nos terres, c'est plus les terres au Québec, c'est les terres de Taos, c'est protégé, donc ça va repousser. Trop tard, c'est coupé, hein, on ne peut pas rien faire d'autre, mais là, au moins ça va repousser, Québec ne peut pas recouper plus. Bon, du point de vue de notre plan là, de bâtir une petite ville, il y a quand même du bon là-dedans. Bon, c'est sûr qu'on s'est fait voler du bois, c'est dommage. C'est du bois qu'on aurait pu couper nous-mêmes, puis à la limite même brûler, puis au moins on aurait eu les cendres pour remettre, changer le pH de la terre. Mais bon. Ils ont coupé le bois. Mais au moins, il faut voir le bon côté des choses. De un, ils ont fait des chemins d'accès qui sont très utilisables. Donc, ça aide à se rendre dans l'intérieur des terres où peut-être on n'aurait pas pu se rendre facilement. Deuxièmement, en ayant clairé la forêt, oui, on a perdu le bois, c'est dommage, mais au moins, ils ont fait quand même 60% du travail de couper le bois. Malheureusement, il reste encore les souches. Fait que le dessouchage n'a pas été fait, ou le défrichement n'a pas été fait. Fait qu'il faut vraiment. Il y a encore du travail à faire. Mais au moins, ayant coupé, là, les terrains sont pratiquement prêts. Là. C'est facile maintenant d'entrer et commencer à bâtir une maison. Là, vraiment, là, c'est une bonne zone. Donc, il y a cet avantage-là. De toute façon, bon, la forêt va repousser. Hein, à la limite. Puis à la limite, on peut même mieux contrôler le type d'arbres qui vont pousser. Si les gens arrivaient et ils commencent à vivre là, ben, on peut contrôler, s'assurer que ce soit des beaux érables qui poussent ou des chênes ou des beaux arbres. Là. Donc, il y a moyen toujours de faire ça quand même. Mais bon, en tout cas. Mais il y a quand même ça aussi, le fait que c'est sur la portion sud du lac, puis dans ma tête à moi, du moins, si on voulait coloniser la région, moi, tant qu'à moi, on coloniserait plus la portion nord où je suis passé le reste de mon voyage. Fait qu'il y a quand même ça aussi que, à moins que ça se développe très rapidement, les chances qu'on soit là sont plus basses. D'ici au temps qu'on se rendrait là, ben, la forêt aurait le temps de repousser un petit peu. Ou sinon, peut-être que les gens vont dire, hey, c'est là qu'on voudrait être parce que c'est génial, le bois était coupé, on est prêt à bâtir. Il y a ça aussi, là. Il y a des belles routes d'accès. Donc, il y a quand même des avantages à ça. Donc, c'est ça. Ce sera toujours aux gens de décider. Si les gens veulent aller vivre là un jour, puis dire, hey, j'aimerais ça une terre là, c'est fait. Je suis prêt à commencer à bâtir. Parfait. Donc, voilà. Donc moi, ça, là, j'ai dormi là un soir. Puis là, la vidéo, justement, que vous avez vu, c'était le lendemain matin. Donc, j'ai fait le vidéo. Après ça, là, je suis allé marcher, en fait. Je me suis promené dans les petits chemins autour. Puis, vu que je connaissais un peu la carte en tête, je savais que si jamais j'étais au bon endroit, je trouverais la petite rivière au sud de mon point assez rapidement. Je suis allé marcher, puis évidemment, j'ai jamais trouvé la petite rivière. Puis, au contraire, j'ai vu d'autres lacs. Puis là, j'ai compris où j'étais, que j'étais au sud. Alors, j'ai repris la voiture, puis je suis reparti. Alors, on a... rendu là, je me suis finalement rendu au spot de camping et on peut voir ici. Donc ici, on peut voir encore une fois les deux chemins là, qui est à droite, là, qui n'est pas coloré. Puis là, on commence dans le petit point, la ligne jaune. C'est le petit chemin qui se rend jusqu'au point où je me suis installé pour le camping, pointé par la ligne orange. Donc le petit chemin en jaune, là, il faut le mentionner. C'est un chemin qui est très long. Puis il est pas facile, il est petit, il est serré, puis il y a des roches. Tu sais, en fait, de ce que moi j'ai vu, les locaux, ils vont avec des VTT. Avec une voiture, une petite voiture de ville, là, c'est sûr que vous allez frapper le dessous de votre voiture et ça m'est arrivé. D'ailleurs, je pense que j'ai brisé mon moteur. Donc, c'est un chemin difficile. Et donc, pour la construction, si on allait à construire dans ce coin-là, ça c'est pas facile non plus de dire, à moins qu'on agrandisse le chemin, c'est pas facile de dire on va envoyer des gros camions qui vont venir livrer du matériel. Là. C'est vraiment pas. Mais bon. Donc, moi, je me suis rendu et c'est là que je me suis installé en camping, là où la flèche orange est placée. Donc là, rendu là, je vais montrer ici. Bon. Donc, de ce point-là, entre les deux lignes jaunes et bleues, là où pas mal où j'étais campé, ben là, j'ai pu un peu explorer le coin, puis pas mal, donc, dans mon temps, évidemment, j'ai exploré plusieurs endroits, mais là où je pouvais facilement me rendre, c'était bien sûr sur la ligne jaune qui monte jusqu'au lac Mécan, où je suis allé pêcher. Et profiter du lac, nager, c'était mon bain. Hein. J'allais prendre, à la fin de la journée, on est tout bileux, des huiles anti-mouches, de la sueur. J'allais prendre un bon bain là-dedans, on ressort tout frais, puis on dort bien dans la tente après ça.
Et la ligne bleue, qui, elle, est un petit chemin qui se rend jusqu'à la rivière. Et le chemin est relativement court, une marche de 5 à 10 minutes, fait que c'était pas long. Puis là, tu arrives sur la rivière. J'ai pris des vidéos aussi, dont on va regarder rendu là. Et aussi, ben, on le voit pas sur la carte, mais entre les deux, il y avait une petite rivière qui était juste à côté d'où je campais. Puis là, je vais vous la montrer justement à l'instant. Donc, c'était une petite rivière. En fait, c'est une rivière il y a le lac Mécan. Puis du lac Mécan, il y a comme un petit ruisseau. Puis là, tu as un lac de castor, en fait, avec un beau barrage de castor. J'ai pas pris de photo, mais il y a un lac de il y a un barrage de castor. Et ce barrage-là de castor coule dans la petite rivière que vous venez de voir. Puis ça, cette petite rivière-là coule jusqu'à la rivière Maurienne. Donc, j'ai filmé cette petite vidéo-là parce que c'était le coin dans lequel j'étais. Là, on voit beaucoup de sapins, hein, de balsam fir, là, de sapins dans le coin. Je tiens à remarquer que même si c'est de la forêt de feuillus, de bois franc, quand on était sur le bord des rivières, le sapin apparaît plus sur le bord des rivières. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être. Je sais pas, on a un phénomène de nature dans ce coin-là, mais les sapins sont visibles sur le bord des rivières, mais ils sont pratiquement inexistants à l'intérieur des forêts qui là deviennent pratiquement presque juste du feuillu. Donc, donc c'est ça. Puis aussi, ben, il y avait aussi, donc ça c'était la petite rivière, comme je vous ai mentionné. Il y avait le lac Mécan, juste en haut. Donc là, justement, on regardait une petite vidéo que j'avais faite pendant que je suis allé pêcher avec des gens qui sont venus de l'Ontario et quelqu'un de Gatineau. Et donc, c'est en anglais seulement celui-là, mais ça vaut la peine quand même de le voir. Donc je le mets. Hey everyone, just showing off the wonderful lakes of Teos. Here we are on the wonderful Lake Mécan. You are now watching Teos in all its glory. So basically the someday Freedom City, actually this is Freedom City would be down there where I'm filming, so right in the back of that is the Moria River, Lake Zion there. So people's lands and homesteads will be there. And this is a bit more northern, and here in Lake Mécan people can come and swim and fish and enjoy everything you can do in such a beautiful area. Donc, ce que vous venez voir, c'était le lac Mécan. Donc, j'avais un petit bateau, une petite chaloupe là, que je pouvais utiliser qui était là. Donc, j'étais sur la chaloupe pendant la vidéo. Donc, le lac Mécan est très proche, justement. Donc, ce serait dans la région où il y aurait sûrement des fermettes là, dans le coin. Donc, les gens auraient accès à ce lac-là si on y vivait. C'est un lac où il y aurait probablement de la pêche ou des activités pour les gens. Bon, une des journées, là, je me souviens plus exactement quelle journée. Moi, à peu près à tous les jours, j'allais faire des visites de région pour évaluer l'endroit. Donc, une des journées, je me suis plus laquelle, mais j'ai fait, justement, on voit ici la carte, j'ai fait la zone à l'ouest du chemin. Donc là justement, la ligne jaune, elle part du point de campement. Puis là, moi, j'ai marché bon 3 heures de temps jusque dans la zone ouest, assez loin quand même, pour aller voir un peu. Puis là, c'était très intéressant. Là, c'est des grandes dimensions. Il y a beaucoup d'espace dans ce coin-là.
Et puis je suis revenu. Donc ça a fait une bonne journée. Et dans ce là, là c'est ça. C'est sûr, j'ai frôlé la rivière plusieurs fois. Donc j'ai fait certaines petites vidéos. Quoi. Je vais vous montrer la rivière un petit peu après. Et on voit donc. Mais c'est vraiment, là, c'est grand, c'est beau. C'est encore une fois, c'est toujours là, c'est du feuillu. La rivière est incroyable. Donc, c'est toutes des régions où il y aurait justement des fermettes là, qui se placeraient tout le long de cette rivière-là. Autant des deux côtés, bien sûr. Donc, toute la zone se remplirait. On peut en mettre des milliers et des milliers de fermettes de 5 acres. On parle de 5 acres. Donc, des milliers et des milliers. Donc, on peut vraiment faire une ville de gens qui vivent de manière plus rustique, plus à l'ancienne, un peu comme les filles de Caleb, là. Ce style de vie-là. On y reviendrait avec ça. Donc là, je t'ai exploré ça à l'ouest. Et là, j'ai pu voir pas mal le coin. J'ai aussi exploré le lac. Je vais y revenir un peu plus de manière plus précise possible. Plus précisément. Donc, après avoir vu tous ces environnements-là, voici ce que j'en ai déduit. Donc, des points importants. Donc, du point de vue du climat, comme je mentionnais au début, c'est vraiment, là, c'est un climat qui est plus chaud que comprenez que moi je vis dans la région, les terres généralement reconnues comme étant les Laurentides, hein, près de Mont-Tremblant, en fait beaucoup plus près de Sainte-Agathe-des-Monts. Donc il y a Sainte-Adèle, il y a Saint-Sauveur dans le chemin. Donc je suis dans la région, dans ces coins-là, les terres de ces coins-là. Alors, donc, moi, je suis habitué à ces coins-là, c'est beaucoup plus humide ici. Donc, quand je suis visité les terres là-bas de Taïo, j'ai été surpris de voir que c'était des terres beaucoup plus chaudes, un climat plus chaud, mais aussi plus sec. Et ça, c'était une surprise vraiment plaisante parce que non seulement il fait plus chaud, mais en même temps moins chaud parce que c'est moins humide. Tu sais, l'humidité collante qu'on trouve tannant, il l'avait presque pas là-bas. J'étais vraiment surpris. Puis, voyez-vous, quand je suis revenu ici, j'ai été obligé de mettre mon coton ouaté. Et je trouve, c'est un peu frais. Vers 6 heures du soir, là, j'ai mis mon petit coton. Alors que quand j'étais là-bas, j'ai pas eu à le mettre. Je le mettais là, le soir, là, quand la nuit était tombée complètement, vers 10h30, 11h, quand le soleil était parti. Là, il commençait à faire froid. Là, on mettait le coton ouaté. Puis encore là, c'était plus pour les mouches. On n'était pas obligé de le mettre. C'était pas particulièrement froid. Ça devenait froid pendant la nuit, mais ça refroidissait assez lentement. Donc, on voit tout de suite. Donc, le climat est vraiment un beau climat, frais, chaud et sec. Évidemment, je n'ai pas vu l'hiver, mais de ce que j'ai vu des cartes, ça concorde avec les cartes que j'ai pu voir, que j'ai postées dans le groupe Telegram aussi, où c'est un climat moins de neige, donc plus sec, moins de précipitations. Donc, c'est en ligne avec l'Outaouais, là, cette région-là, ces coins-là. Donc, c'est vraiment... Wow. Du point de vue climat, là, si on considérant qu'on n'est pas au Mexique non plus, là, c'est le nord de l'Amérique du Nord, là, c'est vraiment très beau. Vraiment. Aussi, ben, souvenez-vous, dans le nord, en montant, tu as Rouyn-Noranda, il y a Val-d'Or, il y a Amos, puis c'est quand même pas mal plus au nord, puis les gens qui vivent là-bas, puis si vous êtes déjà allés, ben c'est beau, l'été on est bien, hein, puis l'hiver les gens survivent, c'est pas non plus le Grand Nord, fait que il y a quand même un certain confort. Ben, imaginez-vous que la région de la ville, nous, la région du lac Zion, ben, c'est beaucoup plus au sud que ça. Fait que si eux sont bien, imaginez, c'est vraiment là, on a l'impression que ça serait froid parce que c'est loin en forêt, mais non, c'est vraiment une belle région. Donc j'ai été vraiment agréablement surpris du climat. Et la forêt reflète ce climat-là. Et encore là, bon, peut-être quand on vit en ville, on verrait peut-être pas la différence, mais comme je vous dis, moi je suis habitué ici, là, dans le coin dans les coins des régions de Sainte-Agathe-des-Monts, là, dans ces terres-là. Donc, moi, j'ai pu voir la différence de forêt. Bon, je clarifie que dans la région de Saint-Agathe-des-Monts, il y a aussi beaucoup de bois francs, mais c'est pas vraiment les mêmes types d'arbres. Puis les tailles des arbres sont pas les mêmes non plus. Dans la région ici où moi je suis, on voit que les érables puis les bouleaux jaunes, ils sont à leur limite. C'est pas une région très chaude, donc ils poussent pas très gros. Mais quand j'étais là-bas, t'as des gros arbres. T'as des méchants gros arbres. Donc, en pensant à la forêt liée avec le climat, encore une fois, je le répète, je l'ai dit au tout début, mais je le répète parce que c'était si important. En fait, c'est un des points les plus importants de voir. Est-ce que c'était une forêt de sapins seulement, là, comme il y en a dans le Grand Nord, là, juste du sapin. Ça n'aurait pas été mauvais non plus. Mais il y a des avantages donc à des forêts différentes. Puis justement, j'ai été vraiment surpris, c'est ça. C'est une forêt de bois franc. Ça, c'est 70% de ce que je voulais trouver. C'est une forêt de bois franc. C'est des feuillus. Des beaux grands arbres feuillus. Ça, j'ai été vraiment happy. Bon, il y a de l'érable, j'ai vu de l'érable, évidemment. Il y a du chêne, il y a du peuplier. T'as du bouleau. Hein, puis dans les bouleaux, le bouleau blanc est clairement dominant, mais j'ai aussi vu un peu de bouleau jaune. C'est clair que c'est le bouleau blanc qui domine.
Et puis d'autres arbres aussi. Donc, moi, j'ai pas fait une estimation scientifique, là, mais mon estimé à l'œil, c'est de 80 à 90% du bois franc. Ça dépend des régions. Comme je dis, quand on est sur le bord d'une rivière ou d'un lac, là, les sapins ou les pins semblent prendre dominance. Mais quand on rentre à l'intérieur de la forêt, tout d'un coup, c'est tout du bois franc. Donc, dans l'intérieur des forêts, là, je voyais ça montait à 90% bois franc. La grande majorité. Fait qu'on va y aller avec 90, là, 90% bois franc. Puis le 10% restant, c'est du conifère. Ben, encore une fois, c'est moi ce qui m'a surpris, c'est que le conifère dominant, c'est le pin. Le pin rouge, possiblement aussi du pin blanc. J'ai pas fait une estimation détaillée du quoi, mais c'est définitivement du pin. Le sapin, hein, le balsam fir là, en français, en anglais, là, donc le sapin, là, comme on est habitué de le voir, il y en a vraiment pas beaucoup. En fait, il y en a pratiquement pas, même dans les forêts. Il est vraiment pas dominant. On le trouve juste, encore une fois, près des rivières. C'est tout. Dès que tu rentres en l'intérieur de la forêt, il disparaît. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de sapins, mais tu as des grands pins. Hey, j'ai vu des pins, là, sans exagération, des pins d'une largeur, là, un bon. On le voit peut-être pas sur la caméra, mais j'ai vu des bases d'un pratiquement 7 ou 8 pieds de large. Puis là, le pin montait à une hauteur époustouflante. Là, des arbres gigantesques. Donc, évidemment, on voit que Québec a coupé du bois dans le passé. Là, j'estime à peut-être 20 ou 30 ou 40 ans. Là. Donc, j'ai vu des endroits près des rivières où le bois était plus jeune, ça paraît. Mais il a repoussé. C'est de la forêt. La forêt est revenue. Mais quand tu vas dans les zones où ça n'a pas été touché, là, tu vois des grands arbres. C'est vraiment magnifique. C'est dommage que les forêts aient été coupées par Québec parce que la forêt, dans son état naturel, est vraiment belle. Donc, bon, du point de vue de ça j'ai trouvé ça vraiment, c'est une forêt magnifique. Pour créer une ville, ben, c'est majeur parce qu'une forêt de bois franc, mais là, tout d'un coup, on a accès au du bois franc à l'infini. Fait que là, pour le chauffage, le problème est réglé. C'est du bois franc à perte de vue. Mais aussi pour la construction. On n'est pas obligé de construire avec du pain, ou même du pain, hein, c'est très bien, les maisons boiron. Mais là, tu peux utiliser du bois franc. Hein. Les meubles, tous les meubles de la communauté taïenne seraient faits en bois franc. C'est incroyable. Fait que, vraiment, là, en termes de bois, là, c'est top notch. 10 sur 10. Vraiment super. Bon, la forêt elle-même, quand on marche dans la forêt, c'est extrêmement plaisant. Ce qui m'a déçu un peu, parce que la forêt est vraiment très belle, puis vu que c'est du gros feuillu, ça fait des forêts avec beaucoup d'espace, qui respirent. Tu peux marcher entre des arbres, parce que les grands arbres, il y a un plan, les feuilles tombent par terre, font un humus, puis c'est vraiment très bien. Là où c'est décevant, c'est les coupes de bois que Québec a faites ou que Québec a permis de faire. Parce que eux, quand ils passent avec leurs grosses machines, ils rasent tout, puis ils détruisent tout le sol. Hein. On le voit dans la vidéo que j'ai passée plus tôt, là, dans la région qui ont coupé à blanc. Le sol est tout détruit après qu'il est passé. Puis ça fait, ben là, c'est là que ça brise tout. Parce que là, quand ça repousse, du moins, ça prend un certain temps avant que les arbres vont repousser. Fait que là, tu te rends avec plein de petits arbustes, des zones, tout est écrasé. Puis là, tu te ramasses avec aussi, parce que les machines ont fait des trous, ça fait des trous d'eau. Là, ça fait des marécages. Ça fait des marécages. C'est déplaisant. Surtout que les marécages, c'est propice aux maringouins. Hein. Donc, fait que ça, j'ai trouvé ça déplaisant. C'est pas naturel. C'est ça qui est le pire. Si au moins c'était la forêt naturelle. Quand j'ai marché dans les régions de forêt naturelle, là c'est magnifique. Puis là où ils ont passé que leur machine, ça a tout détruit. Mais ceci étant dit, ça se répare tout ça. Ça se répare. C'est juste plus de travail. Les gens vont devoir préparer leurs 5 arcs. Puis là, avec le temps, ça va s'améliorer. Donc, il y a ça. Quand on est près des rivières, là, je vais arriver avec la terre, je vais en parler. Mais quand on est près des rivières aussi, je voyais j'ai vu énormément de bleuetières. Des bleuets sauvages, là, à perte de vue, près des rivières. Parce que là où c'est plus sableux, près des rivières, près des petits chemins sableux, il y a des bleuets. Puis, donc ça, vraiment, là, du point de vue faire des tartes à bleuets, j'ai vu, entre autres, certaines bleuetières qui étaient tellement grandes là, que c'était pratiquement là, un champ là, de bleuets. Fait que, si j'avais l'opportunité de retourner au mois d'août, chercher les bleuets, tu remplis pas mal de casseaux de bleuets avec une grande région comme ça. Donc, vraiment, donc, du point de vue des bleuets, ça, c'est vraiment génial. Il y a vraiment des beaux endroits. Là. Ça, c'est comme je dis, c'est les bleuets, c'est plus près des rivières, là où c'est plus sableux. Quand on s'éloigne des rivières, ça devient plus une terre. Une terre sableuse. Je vais en parler de la terre plus en détail. Là. Mais quand on approche de la rivière, là, ça devient très sableux. Puis, je vais parler de la rivière aussi et pourquoi c'est significatif, tout ça. Donc, ça donne une idée un peu de. Puis là, c'est justement que les pins apparaissent plus. Il y a plus de pins, plus de sapins. Hein, donc, près de la rivière, là où c'est justement plus sableux. Puis les gros arbres apparaissent un peu plus en arrière.
Euh, Bon, donc là où, petite parenthèse, justement, je vais vous montrer une vidéo, parce que justement, moi, là-bas, j'avais pas les nouvelles, hein, donc je savais pas ce qui se passait. J'étais pas au courant qu'il y avait des feux de forêt. Mais j'ai vu la fumée euh, qui est, pendant que j'étais là-bas. Et donc là, je vais passer ici le vidéo de la fumée l'avant-dernier soir, où on voit le soleil était rouge. Encore la caméra, maintenant que je peux voir la vidéo, je vois que la caméra n'a pas bien traduit des couleurs, parce que quand on le voyait à l'œil nu, là, le soleil était rouge, rouge feu. Donc je le passe ici, c'est pas très long. Hey guys, just tonight it's like it's about 8 p.m. more or less. We're Friday, the 2nd of June, 2023, and you can see the sun. There's this haze. I'm out of the news, so I don't follow the news. I do not know what it is, but I presume this is forest fires or smoke, I would presume. And you see the sun is sunsetting in this smoke, and I don't know if you can, how it shows on the camera, but it's very, like the sun is red, like a ball of fire. Pretty cool. Okay, the mosquitoes are eating me. Okay, Donc, j'ai su en revenant que c'était les feux de forêt dans le coin de Val d'Or, qui est pourtant très au nord, donc assez loin, mais on voyait la fumée qui s'en venait, on le voit dans le ciel, là, la fumée. La fumée a envahi éventuellement la forêt, on voyait la fumée dans l'air. Ça sentait bon, remarquez. Un bon petit feu, ça sentait le feu de foyer, c'était plaisant. Mais bon, le soleil, c'était très impressionnant. Autre que ça, bon, là c'est important parce que si on veut construire une ville de gens qui maintiennent des fermettes, il faut regarder un peu le type de sol, c'est quand même important. Hein? Donc là, j'en ai déjà un petit peu parlé avec la forêt, parce que c'est lié à la forêt, mais là j'y reviens. Donc encore une fois, je vérifie. Quand on est près de la rivière, c'est extrêmement sableux. Puis c'est bien parce que la rivière est extrêmement sableuse, ce qui en fait une rivière très magnifique, là, j'y reviens avec ça. Mais à mesure qu'on s'éloigne, ben, ça devient de la terre. En anglais, ils appellent ça comme un sandy loam. J'ai pas pu trouver de traduction. Le Google traduit ça pour loam sableux, donc une terre sableuse essentiellement. Puis c'est bien, je sais qu'aux États-Unis, surtout dans le Midwest, il y a beaucoup de gens qui ont des fermes qui ont installé sur des terres de sandy loam. C'est des très bonnes terres en fait. C'est une terre qui est beaucoup plus légère. Les vignobles, en fait, poussent très bien dans ces terres-là. Tu as l'Australie aussi qui fait très bien dans les terres, ce genre de terres-là pour les vignobles. Mais on peut aussi faire pousser des légumes, beaucoup de légumes aussi qui aiment ça. Donc, un exemple, ici j'ai des carottes, des pommes de terre, des panais, des betteraves, radis, oignons, ail, asperges, navets, ainsi de suite. Donc, c'est tous des légumes qui poussent très bien dans des terres type sandy loam. Donc, on peut tout faire pousser ça. Bon, une petite note, comme j'ai mentionné, qu'il y a beaucoup de bleuets dans le coin, surtout près de la rivière. Ils disparaissent en rentrant vers l'intérieur, mais vers la rivière, il y a plus de bleuets. Ça signifie que la terre est acide. Ça, c'est pas excellent pour l'agriculture, mais ça s'arrange. Hein. On a juste à prendre des cendres de bois, là. De toute façon, on a du bois en perte de vue, puis de les amender, les ajouter à la terre, puis avec le temps, les cendres vont alcaliniser la terre, puis ça va s'égaliser. Donc, il va y avoir peut-être un temps d'adaptation pour que la terre devienne vraiment bonne, mais on sait qu'elle est très fertile, les arbres poussent en grande... Vraiment, donc on peut très bien se développer. Puis de toute façon aussi, il est fort probable que ce soit les fermettes dans le coin de la région de Taos vont être basées aussi beaucoup sur les animaux. Donc hey, j'ai vu des buffles aussi. Il y a une ferme de buffles avant d'entrer dans Taos, au sud, près de Chapeau. Donc on pourrait apporter aussi faire des buffles, des vaches, des animaux de ferme typiques, les poulets, ainsi de suite. Puis eux mangent les plantes par terre et ainsi de suite. Donc il y a moyen de s'organiser très très bien là, avec ça. Bon, j'ai vu dans certains coins, il y a quand même quelques marécages. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Donc je peux pas dire que c'est une région marécageuse, ce serait absolument faux, mais tu as certains marécages. Surtout souvent liés au travail des machines, là, justement, qui créent des inégalités dans le sol. Ceci étant dit, vu que la région est relativement sableuse, hein, du sandy loam, c'est une terre qui a un excellent drainage. C'est juste qu'il se crée sur la couche, sur la couche de la forêt, il se crée un humus, une couche d'humus avant que le sable en dessous. Et ça a une moins bonne perméabilité et ça permet des marécages. Puis là, je vais y revenir, évidemment, c'est propice aux maringouins. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, il s'agit juste de percer cette couche-là
pour aller, tu fais un trou, là, puis tu perces, puis dès que tu atteins le sable, ben là, la porosité est excellente, l'eau se draine très rapidement dans une terre légère sableuse. Fait que c'est très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on pourrait très facilement faire des efforts de maintien. Je vais revenir pour les insectes. Mais donc les marécages sont faciles à drainer. C'est vraiment juste de percer les ondes. Puis éventuellement aussi, on peut améliorer le drainage là, en s'assurant que l'eau puisse passer, puis réparer un peu les erreurs des machines là, de coupe à bois. Puis avec le temps, à mesure qu'on transformera notre environnement, ben, ça va devenir toujours plus sympathique. Bon, là, on arrive à la rivière. Bon, la rivière, elle, là, OK, là, c'est paradisiaque. Là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une rivière paradisiaque. Bon, premièrement, ce qui m'a frappé le plus, c'est que c'est une rivière sableuse. Ça, c'est surprenant quand même. Là. Puis c'est un sable, là, quand vous le prenez dans vos mains, là, c'est un sable, un petit sable blanc fin, comme au Mexique. Là, on verra au Mexique, c'est pas un sable typique des régions du Québec. Là, un sable épais, lourd, là, pratiquement des petites roches. Là, non, c'est un sable fin, fin, fin. Ça fait des plages là, dignes du Mexique. Je vais mettre quelques vidéos en ligne là, que j'ai filmées. Vraiment, j'ai été surpris. D'ailleurs, une journée, je suis allé m'installer avec une serviette sur la plage, là, avec de la crème solaire. J'ai fait une journée de prendre du soleil comme au Mexique, comme j'aurais fait au Mexique. C'est vraiment, j'étais très impressionné que j'étais dans une terre d'Amérique du Nord. Je me sentais comme au Mexique. Bon, l'eau de la rivière est extrêmement propre. Puis la rivière est vraiment magnifique parce qu'elle a un bon débit. Donc, elle a un débit, mais pas particulièrement fort non plus. Fait que c'est quand même, tu peux quand même le traverser la rivière. Donc, tu as un bel équilibre entre débit d'eau, mais en même temps, pas quelque chose qui pour faire du rafting. Là, c'est pas ça. Là. Donc, moi, je voyais des zones. Hey, tu as des belles grandes zones, tu as des bancs de sable sous l'eau où tu n'as pas beaucoup d'eau. Fait que tu peux marcher juste les pieds dans l'eau pendant des bonnes quantités. Moi, j'imaginais vraiment des familles qui vivraient dans le coin un jour, puis là, les enfants qui vont jouer à la rivière. Puis c'est ce genre de rivière-là où les enfants peuvent jouer là, avec supervision des parents, parce que tu as des zones plus creuses, mais tu as quand même des bancs de sable énormes. Là, puis l'eau est chaude, l'eau est plaisante, vraiment. Là. Puis c'est du sable. J'en revenais pas. Du sable, pas des arbres roches. Du sable. Hey, vraiment, là, quelle belle rivière. En fait, comme je vais mettre quelques vidéos là, en ligne à peu près maintenant. Bon, pour la rivière elle-même, elle est extrêmement longue. Si vous regardez sur une carte, puis elle est très sinueuse. Hein, en sinuosité, comme ça, fait tout le temps comme un serpentin, comme un serpent. Là. Donc, ça fait beaucoup de surface de rivière. Ça, c'est magnifique parce que ça fait plein de points d'accès. Puis, un peu l'idée que j'aurais en tête, là, je vais mettre ici une de mes photos. On va mettre ici bougez pas. Prendre celle-là. Fait que là, ici, on voit. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit la rivière. Regardez comme en haut à gauche, là, comme dans l'ouest, là, comme elle est sinueuse. C'est incroyable. Elle bouge, elle bouge, elle bouge. Éventuellement, elle devient toujours sinueuse, mais un peu plus rectiligne vers le milieu, vers la zone de la ligne jaune qu'on voit ici. Et puis éventuellement, plus tard, elle redevient très sinueuse. Mais c'est vraiment, ça fait un panorama magnifique. Là. Quelle belle rivière. Puis l'idée, du moins mon idée, ça serait de bâtir justement les 5 acres, hein, les fermettes, des deux côtés. Des deux côtés. Puis il y aurait des petits ponts là, pour traverser la rivière, des beaux petits ponts. Au début, peut-être des ponts de corde, éventuellement un petit pont plus solide pour pouvoir passer. Puis là, tu aurais littéralement des fermettes qui se construiraient des deux côtés. Et là, ça serait-tu magnifique un peu, là? Puis, tu sais, les gens peuvent aller à la rivière. Tu as aussi le lac en passant. Mais évidemment, la rivière est tellement belle que... Honnêtement, mon impression à moi, c'est qu'on n'aurait même pas le lac que Zion, on aurait juste la rivière, puis on serait déjà vraiment très bien. J'ai été surpris. Puis, je m'enseigne quelque chose d'intéressant pour la rivière. Honnêtement, elle devrait probablement s'appeler la rivière scintillante. Parce qu'il y a littéralement, là, quand vous regardez la rivière, là, avec le soleil, on dirait de l'or. C'est comme une poudre d'or partout. Vraiment, c'est incroyable comme c'est beau. C'est vraiment une poudre d'or partout, dans tout le sable, partout. Là, je vous arrête tout de suite. C'est pas de l'or, c'est du mica. J'ai fait de la vérification, j'étais curieux, j'ai vérifié. C'est pas de l'or, c'est du mica. Il y a peut-être de l'or aussi, étant donné que c'est une rivière qui passe dans des régions riches en minerais. Là. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait aussi de l'or. Mais c'est essentiellement du mica. Mais ça fait donc, c'est sans valeur monétaire, mais c'est une valeur visuelle incroyable. Parce que vous êtes là, au soleil, on dirait un sable du Mexique, puis vous regardez l'eau, les beaux bancs de sable où vos enfants pourraient jouer, là, à faire des petits châteaux de sable dans l'eau, en parfaite sécurité. Puis en même temps, vous voyez comme scintillant, comme de l'or partout. C'est vraiment incroyable. La rivière, quand une fois je mentionnais, le débit
est vraiment plaisant. C'est un excellent débit. Assez fort pour être une rivière qui est capable de tirer, même faire de l'électricité, mais pas incroyablement fort au point que c'est dangereux. Les gens vont partir en. Non, tu te noies pas là-dedans. C'est pas une rivière très creuse non plus. Ceci étant dit, le débit d'eau semble varier beaucoup. Parce que moi, quand je suis arrivé, il y avait un certain débit d'eau qui était très beau. Puis la dernière journée, quand je suis arrivé, hey, là, j'ai vu que l'eau avait baissé beaucoup. Souvenez-vous, il a fait beau tout le long de mon voyage. Hein. Tous les jours, il faisait beau soleil. Et j'ai vu, la dernière journée, j'ai évidemment un des vidéos, on voit des bancs de sable qui n'étaient pas là au début. L'eau a vraiment baissé d'un bon 1 ou 2 pieds facile d'eau. Donc, bon, alors allons-y. Là, je mets les vidéos en ligne. Je mets 7 vidéos de rivière en ligne. Là, je vous mentionne un peu le contexte. Pourquoi j'en mets 7? C'est toutes des vidéos que j'ai prises à différents points sur la rivière. Il y en a que c'est près du camping où j'étais, d'autres plus à l'est et d'autres plus à l'ouest. Donc, c'est la même rivière, mais en différents points. Et ça se ressemble pas mal tout le temps, je peux comprendre, mais en même temps, ça vous donne une bonne idée du débit et du style de végétation. Encore une fois, je clarifie que sur le bord de la rivière, il y avait beaucoup de sapins. C'est pas nécessairement que ça se reflète en reculant. Mais aussi, prenez note du beau sable, des belles plages sableuses que vous allez voir sur les vidéos. Donc, je mets ça à l'instant. Salut gang, c'est Régis ici. Alors on est le 5e jour plus ou moins. On est le mardi. Il y a déjà pas mal de monde qui sont venus. Là, ils viennent de repartir. Fait qu'on attend d'autres mondes qui vont venir après. Fait que là, je suis en exploration et on voit ici, je suis un petit peu plus à l'ouest que le site de campement. Puis on voit ici la rivière Moria. En fait, regardez ça comme c'est beau. Quel paradis. Regardez les bancs de sable qui sont littéralement c'est une plage. Regardez le sable. C'est le sable comme le Mexique. Du sable fin, blanc. C'est vraiment une plage là, comme on verrait sur le bord de la mer. Puis la rivière d'eau douce. Quelle beauté. Donc je vais prendre d'autres vidéos de d'autres angles pour vous la montrer. Au revoir.
Donc vraiment, comme vous venez de voir, une rivière magnifique. Vraiment magnifique. Fait que ça, là, pour la qualité de vie d'une ville, comme la ville on voudrait bâtir un jour peut-être, ça, là, hey, ça serait vraiment une belle qualité de vie. Un peu comme la Seine hein, qui traverse Paris, ben, on aurait la rivière Moria qui traverse la ville de Liberté de Taos. Donc ça, vraiment super. Bon, évidemment, il y a aussi, même si c'est facile de l'oublier, parce qu'il est tellement caché, puis il se fait même parfois effacer par la rivière, qui est tellement belle et tellement satisfaisante qu'on oublie qu'il y a un lac juste à côté, mais il y a le grand lac Zion, juste au sud de tout ça. Et je suis allé le visiter. Bon, le lac Zion, pourquoi il est spécial? C'est qu'il est vraiment isolé. Tu sais, pour un grand lac comme ça, d'habitude, là, il y a des chalets, il est vierge. Il y a un camping qui touche un tout petit peu dans un coin sud-est, là, vraiment perdu. Le reste, le grand, c'est un lac qui est substantiel. C'est un grand lac gigantesque. Il est vierge. Complètement. Il est intouché. C'est juste de la forêt tout le tour. Puis il est vraiment gros. C'est un lac limpide. Hein. En fait, j'étais surpris même de la qualité de l'eau. L'eau est très claire. Là, on voit, même quand je suis allé nager dedans, très bien. Magnifique. Puis je voyais encore le fond, même si c'était relativement très creux, je voyais encore le fond. C'est vraiment un lac très clair. Puis vraiment super. Là. Donc j'ai un vidéo justement que j'ai pris. Donc je vais un peu montrer. Donc il y a un jour, je suis allé. Donc on peut voir ici la carte. Donc là, j'ai marché pour me rendre. Alors on voit ici en jaune le chemin où je suis revenu par le petit chemin. Et évidemment, il fallait traverser la rivière, puis il n'y a pas encore de pont hein, qui traverse la rivière, autre que d'aller complètement au point d'entrée. Donc, pour moi, c'était le fun. Ça faisait une petite exploration. Et oui, il y a un petit chemin. J'aurais pu prendre la voiture, puis retourner complètement au point d'entrée, puis un autre petit chemin vers en bas. J'aurais pu faire ça. Mais j'ai voulu faire un peu l'aventure. Donc, je me suis senti un peu comme Huckleberry Finn. Mais j'ai marché la ligne jaune sur le chemin, le sentier, jusqu'au point où la rivière a fait une espèce de sinuosité plus creuse. Le point de ça, c'est que je pouvais traverser la rivière, puis j'étais plus près du lac après. Donc, j'avais pas besoin de marcher une grande quantité de forêt par après. Donc, puis là, il y avait un petit sentier qu'on peut voir en orange. Fait qu'une fois arrivé au point, à la ligne jaune, j'ai pris le petit sentier en orange et oui, tel que prévu, je suis arrivé à la rivière. Et là, j'ai traversé la rivière. On voit la petite traversée en rouge. Et puis là, pour faire ça, il a fallu que je prenne un sac de plastique, mettre mon sac à dos, mon linge dans le sac de plastique, le sceller, l'attacher avec une corde, l'attacher au poignet. Puis traverser à la nage la rivière. Donc c'était vraiment, je me sentais comme un Indiana Jones, là. Une aventure, une aventure comme dans les films. Et une fois rendu de l'autre côté de la rivière, bien évidemment, on peut voir en magenta, j'ai traversé littéralement là, la forêt pour me rendre jusqu'au lac. C'était très plaisant, je peux pas dire que ça a été très long. La forêt est assez claire en fait. Et j'ai traversé la forêt et je me suis rendu au lac. Du point de vue du lac, on peut voir ici la zone où j'étais. Donc j'étais sur l'espèce de point orange, j'étais là. Donc ça, on peut voir un peu en bleu la zone où je pouvais voir. C'est drôle. Sur le moment, j'aurais aimé avoir une carte pour mieux voir un peu le lac. Là, j'aurais mieux compris ce que je voyais. Mais je voyais, on peut voir en haut à gauche l'espèce de presqu'île. Là. Ça, pour moi, sur le moment, ça avait l'air d'une île. Puis faut comprendre, c'est énorme. Là. Fait que moi, c'était là, elle avait de l'air énorme quand j'étais là. C'est très gros, là. C'est pas petit, là. C'est énorme. Puis maintenant que je la vois que c'est une petite presqu'île pratiquement insignifiante, c'est vraiment un lac gigantesque. Donc, puis encore une fois, c'est un lac qui est sauvage. Il est complètement scellé. Il n'y a peu ou pas de point d'accès. C'est tout scellé en forêt. Il n'y a personne. Il n'y a pas aucun chalet. Il n'y a rien. Il n'y a pas un bateau. C'est sauvage. Fait vraiment, quel beau lac. Vraiment, j'étais surpris. Puis c'est vraiment un lac. Là, en fait, j'ai une vidéo. On va le mettre tout de suite. Bougez pas. Fait que lac Zion. Et c'est parti. Salut gang! Fait que là, vous voyez devant vous, dans toute sa splendeur, le magnifique lac Zion, autrement connu avant en tant que lac Saint-Patrice, mais maintenant dans Taos, le lac Zion, ou Lake Zion en anglais. Donc on peut voir, c'est un lac qui est absolument vierge, qui est absolument intouché, c'est absolument de la nature pure. On peut voir, il n'y a pas d'accès, ou pratiquement pas d'accès. Vous voyez, le lac est complètement scellé par la forêt. Il a fallu, moi pour arriver par ici, il a fallu que je passe par la forêt ici. Donc j'ai passé à travers ici, puis la rivière Moria est en arrière, il a fallu la traverser en nageant, il n'y a même pas de pont. Puis là, bien évidemment, il y a beaucoup d'espace ici, il y a plusieurs 4 ou 5 acres là, ici que les gens vont pouvoir bâtir ici, puis après ça, on touche le lac, puis le lac est fantastique, c'est un lac. L'eau est d'une pureté magnifique, une belle transparence, mais il n'y a personne. Je suis tout seul au monde ici. Là. Quel beau lac. Puis c'est juste une petite portion. Je sais que le lac est beaucoup plus grand. Là, il part par là-bas. Donc,
Wow, qu'est-ce que c'est beau. On va certainement on va aller nager après ça. Et puis on va revenir. Mais au moins, on a vu le lac, mais c'est vraiment incroyable. C'est perdu en nature, c'est dans le milieu de nulle part. C'est intouché. Vraiment, là, on est dans un endroit intouché. Donc voilà. Alors merci à tous. Au revoir. Donc voilà, donc c'était, puis là, je sais pas, ma caméra semble pas d'être une très bonne qualité, là, la plupart des vidéos que je vois que les couleurs sont peut-être pas super, ça reflète pas la réalité, mais en, en personne, là, c'était vraiment magnifique. Quel beau coin. Donc, encore une fois, je clarifie, donc ce lac-là, considérant sa taille, qui est gigantesque, la rivière à son nord, puis, tu sais, hey, moi j'étais capable d'imaginer là, vraiment une ville, quelle belle ville rustique, un peu à la manière, tu sais, je dis vraiment un peu du style les filles de Caleb, là, tu sais, comme il y a 200 ans, là, des gens qui vivent sur leur ferme, qui vivent de la nature, qui ferment de leur propre nourriture, tu sais, pas une mégapolis moderne, là, donc un minimum d'électricité, ainsi de suite. Mais quelle belle vie qu'on pourrait avoir dans ce coin-là. Vraiment un sanctuaire. Là. Ça pourrait être un sanctuaire isolé, avec nos propres lois, vraiment la liberté, puis des gens qui seraient heureux, des enfants qui seraient heureux dans le coin. Donc, j'étais vraiment surpris, là. Qu'est-ce que c'est ça? Puis vu que le lac est beau, je pouvais imaginer, toutes les fermettes, puis des milliers et des milliers, parce que c'est énorme, donc il y en aurait des milliers tout le tour. Puis avec ce grand lac-là au centre où les gens peuvent venir en profiter de manière naturelle, pas que des bateaux, là, puis des... non, rien à voir avec tout ça. On parle de manière naturelle. Venir se baigner, faire du canot, le calme, la nature, en respect avec la nature aussi. Donc vraiment super. Puis après ça, après le lac, je suis revenu par exactement le même chemin. Donc j'ai refait grosso modo le même chemin. Puis donc c'était vraiment super. Donc, et puis évidemment, il y a la nature. Là. Après avoir parlé du lac, tout ça, donc la rivière, ainsi de suite, il y a aussi le type de nature, les animaux que j'ai pu voir. Donc, bon, il y a beaucoup de. En ce moment, vu qu'autre que la coupe forestière, il y a beaucoup de chasseurs qui sont actifs dans le coin. C'est correct, là, c'est compréhensif. Là. Il n'y avait personne, c'est de la chasse. Éventuellement, avec le temps, ça va s'adapter. Là. Mais si jamais un jour on venait à venir habituer, ça va s'adapter. En termes d'animaux, j'ai vu quand même des animaux surprenants. Voici une petite liste un peu, peut-être pas exhaustive de tout ce que j'ai vu, mais certainement des animaux qui, moi, m'ont surpris. On n'est pas habitué de voir d'autres. Bon, là, un des premiers animaux que j'ai été surpris de voir, c'était un snapping turtle en anglais. C'est une tortue, mais pas de tortue d'eau. Une tortue, là, une tortue brune, là, avec, tu sais, qui snap, là. Je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment, c'était une tortue que j'avais jamais vue de ma vie. Là. C'est une tortue je pensais qu'on voyait ça plus en Amérique du Sud, des tortues comme ça. J'en ai vu une. Évidemment aussi, j'ai vu aussi plusieurs, en fait, des tortues vertes d'eau. Là. Ça, j'en ai vu plusieurs qui marchaient. Donc, il y a vraiment il y a de la tortue. J'ai vu un castor bien vivant devant moi, qui montait une petite chute d'eau. Il essayait de monter, puis il était drôle à voir, parce qu'il m'entendait pas à cause qu'il était sous l'eau. Il essayait de monter les roches, puis il glissait, fait qu'il arrêtait, il retombait tout le temps, pour petit. Mais il était beau, un bel animal. Donc, il y a beaucoup de castors. Moi j'ai littéralement vu un castor comme ça, mais tu vois aussi, il y a des barrages de castors, il y en a plein, il y en a partout. J'en ai vu une bonne dizaine, facile, là. Il y en a partout. Fait que c'est une région très rapide en castor. Et d'ailleurs, il y avait un sentier que j'ai pas mentionné, mais un petit sentier où tu marches sur le bord de la rivière, puis tu vois des gros érables. On parle des gros érables, là, qui sont tombés. Puis tu arrives, puis tu vois que c'est le castor qui a mangé le bout. Là. Il est tombé à cause du castor. Il y en a plein. Là. Fait que les castors sont très actifs à faire tomber des gros arbres. C'est surprenant. Donc, beaucoup d'actions de castors. J'ai aussi vu un coyote. Donc, il y a du coyote dans le coin. Il ne m'a pas dérangé. Quand je l'ai vu, il se sauvait de moi. Là. Mais j'ai eu le temps de le voir quand même. Il sauvait. Donc, ils ne veulent pas interagir avec nous. Mais c'était un coyote. Je pense pas que c'était un loup. C'était un coyote parce que j'ai vu son pelage. C'est comme un très gros chien quand même. Puis j'ai vu son pelage gris avec du brun mélangé. Donc, d'après moi, c'était un coyote. Sinon, c'était peut-être un loup, dur à dire, mais ça ressemblait plus à un coyote. Bon, il y a des ours, bien sûr, des ours bruns, des ours noirs. J'en ai pas vu moi-même. Évidemment, je savais qu'il fallait faire attention avec le camping, donc je laissais jamais de nourriture à l'extérieur, donc j'ai pas eu d'ours. Mais je sais qu'il y en a. De un, j'ai vu des traces dans le sable, des pattes d'ours, là, à mesure que je marchais un peu partout. Puis je sais aussi, ayant vu un monsieur, un chasseur, lui il me racontait que lui, il trappait l'ours au printemps, comme ça. Donc j'ai pu voir. Donc il y a de l'ours. Mais heureusement, moi, j'en ai pas vu. En faisant attention avec la nourriture, bien sûr. Ça. Il y a énormément d'orignal. Il y en a, ça n'a pas de bon sens, au point que j'en ai vu beaucoup.
Donc, en fait, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est venu. Lui aussi, il a vu un orignal le matin. Il a pris une photo. Moi-même, mon premier matin, quand j'étais sur le côté sud du lac, en me réveillant, je suis allé me promener. Puis qu'est-ce que je vois pas? Une maman avec son bébé. Orignal. Les deux, ils me regardaient. Ils étaient très curieux. Il était très curieux de voir qu'est-ce que j'étais. Donc, j'ai fait attention pour pas être trop menaçant. J'ai regardé au loin. Éventuellement, ils sont partis. Mais vraiment, là, une mère et son bébé, là. Puis j'ai vu des traces d'orignaux, mais pratiquement partout et tout le temps. C'est incroyable. Ils vont à la rivière pour boire. Fait que tu vois des traces d'orignaux. J'ai vu des traces d'orignaux partout. Fait qu'ils sont très actifs, très présents. Beaucoup d'orignaux. J'ai pas vu de chevreuil. Mais je suis pas mal sûr qu'il y en a. Mais de toute façon, les chevreuils sont mangés. Moi, j'en ai pas vu. Mais j'ai vu beaucoup de traces de ce qui me semblait être des traces de chevreuil. Donc, beaucoup plus petits, à des sabots beaucoup plus petits que. Hey, l'orignal, il est gros le sabot. Là. La trace, ça fait gros comme ça. Mais j'ai vu des plus petits, des chevreuils. Là. Donc, ça me semblait être des chevreuils. Donc, il semble en avoir. Bon, j'ai vu en anglais des vultures, comment est-ce qu'on dirait ça en français? C'est comme on dirait des condors, là, des oiseaux avec des têtes pas de plumes, là, donc ça j'en ai vu 2. J'ai vu des faucons, bien sûr, mais ce qui m'a vraiment marqué, ça a été le moment de ma vie, parce que c'était la première fois que j'en voyais un pour de vrai de ma vie. J'ai vu un aigle à tête blanche. Imaginez ça. Pas loin de mon camping, je l'ai vu, il faisait son tour, il faisait son vol, pas, un peu plus au loin, mais je le voyais quand même bien. Un aigle à tête blanche. Wow! C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Au zoo, peut-être, mais pas en nature. On voit des faucons, hein, mais pas en... Je le voyais bien, il était pas si loin, donc il volait bas quand même. J'ai pas pris de photo, j'avais pas de caméra sur moi, mais un magnifique. Fait qu'il y a des aigles à tête blanche. Ça, c'est quelque chose. Donc ça, c'était un moment qui m'a quand même frappé fort. Évidemment, il y a beaucoup de poissons. J'ai d'ailleurs pêché un poisson quand j'étais dans le lac Mécan. Le premier poisson officiel, je ne montrerai pas de vidéo là, mais le premier poisson officiel du lac de Taïos, premier poisson souverain de Taïos. Je l'ai mangé, cuit frais. Hey, c'était délicieux. Fait qu'en tout cas, bref, de la belle nature en masse. Puis c'est sûr que si un jour on allait à vivre là-bas, la chasse, les animaux risquent de prendre une bonne présence. Là. Sans compter, bien sûr, les animaux de ferme, comme moi je pensais aussi, comme je mentionnais plus tôt, le buffle. Ça peut faire, hey, on peut faire une super communauté là, où on bien manger. Donc finalement, donc c'est pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus. Il y a bien sûr l'aspect un peu plus négatif, mais ça c'est les insectes. Mais c'est pas particulier à cette région-là. Bon, c'est évidemment les maringouins. Donc, mais ça, c'est un peu injuste d'en parler parce que c'est partout. Il y en a partout des maringouins, là, dans le monde entier même. Donc, mais bon, quand j'étais là, oui, il y a du maringouin. Puis le pire, c'est que vu qu'il a fait beau tous les jours que j'étais là, à mesure que la chaleur avançait, là, les maringouins augmentaient. Fait que vers la fin, là, il y avait beaucoup de maringouins. Ouais. Le jour, il y a des mouches noires, mais ils ne sont pas tannantes vraiment, parce que bon, pendant le jour, ils ne sont pas là, au soleil. Puis ils sortent, c'est peut-être des journées pluvieuses, mais en tout cas, moi, il a fait de beau soleil. Puis vers la fin de soirée, là, ils sortent, mais dès que le soleil se couche, ils repartent. Fait que, ils sont juste nuisibles dans une petite bande le matin puis le soir. Mais le maringouin, lui, hey, il est tannant. Il disparaît pas mal le jour durant la grosse chaleur, mais s'il y avait eu à pleuvoir, je suis convaincu qu'il aurait attaqué en nuages. Puis il y a des nuages. Vraiment, là, en fin de soirée, là, vers la fin, quand je suis parti, là, il commençait à avoir des gros nuages. Là. Si j'avais pas eu ma tente, j'aurais probablement pas dormi parce que hey, ça se couvrait sur la tente. Là. Il y en avait là, des grandes quantités. Donc, ceci étant dit, c'est un peu injuste parce que j'étais campé dans un endroit qui était très près d'un marécage. Donc, c'était peut-être pas le choix le plus brillant. Mais je vous dis une chose, c'est sûr que si j'avais pu être tout seul, j'avais su. Moi, j'aurais aimé ça me déplacer pour mes campings, me déplacer à différents endroits. J'ai trouvé des beaux endroits où j'aurais pu me placer ma tente. Mais vu que j'attendais potentiellement des visiteurs, j'étais obligé de laisser ma tente toujours au même endroit pour que si les gens venaient. Et donc, j'ai pas pu me déplacer. Donc, j'étais placé près d'un marécage. Pourquoi un marécage? C'était déplaisant, mais c'est parce qu'il y avait aussi d'autres beaux endroits, comme le lac Mécan, il y avait la rivière. Donc, mais ce marécage-là faisait qu'il y avait beaucoup de maringouins, plus qu'ailleurs. C'était pas partout de la même. Quand il y a des endroits dans la forêt où il y avait pratiquement pas de maringouins. Fait que j'étais mal placé, admettons. Mais il y a quand même, comme j'ai mentionné plus tôt, des marécages. Mais si on avait à vivre dans cette région-là, ben, on ferait un effort de traitement des maringouins pour éliminer les marécages, aider l'eau à passer, puis éventuellement on aurait le contrôle. Puis ça c'est vrai pour toutes les villes. Avant que la ville de Québec existe, je suis sûr qu'il y avait pas mal de maringouins dans le coin, même chose à Montréal, il y avait pas mal de maringouins dans le coin. Chibougamau, je suis pas mal sûr qu'il y avait pas mal de maringouins, il y en a peut-être même encore beaucoup. Mais tu sais, quand il y a une ville qui se crée, les gens font un contrôle du maringouin, puis là, la quantité baisse beaucoup. Fait que ce serait pareil pour notre ville aussi dans Taïos. Donc, mais c'est sûr que les premières années de pionniers, les premiers
colons à aller vivre là-bas, c'est sûr qu'ils feraient affaire à des très grandes quantités de maringouins. Donc, il faut prévoir ça, soit des huiles, soit des moustiquaires. C'est sûr que c'est problématique jusqu'à un certain... Ou du moins, à moins qu'ils fassent un effort pour éliminer les maringouins dans les premiers temps. Mais bon, ceci étant dit, encore une fois, je rappelle que pour ce qui est le fait que ce soit une terre très sableuse, lorsque on peut facilement drainer les marécages, si on a fait une certaine les actions de percer le sol pour augmenter la surface de drainage, ça se viderait assez rapidement. Donc, il y a moyen de faire une bonne réduction du maringouin à mesure qu'on développerait notre ville. Mais bon, c'est sûr que je le mentionne quand même que dans son état actuel, il y a énormément de maringouins. Donc voilà, c'est pas mal la fin de mon vidéo. Donc là, je reviens. Maintenant, je fais mes remarques finales. Donc, je reviens un peu à ce que je disais dès le début. Donc, c'est clairement une terre du pionnier, du colon. C'est évident qu'on part de zéro, si on va là. Et donc, c'est très difficile de démarrer, parce que encore une fois, c'est un démarrage de zéro. Puis, vu la distance, puis les chemins étant difficiles, ça serait pas facile. Tu fais pas venir tes séries de gros camions du Rona livrer tes affaires. C'est compliqué, là. Peut-être même impossible, vu les distances, Donc, c'est possible que ce soit le genre de ville qu'on part à zéro, puis tu bâtis ta cabane en bois rond, puis avec ça, tu commences avec ça, puis là, tu bâtis plus gros, éventuellement. Donc, c'est vraiment... ça va être difficile. Vraiment, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui vont vouloir vivre en colon, tu sais. Du moins au début, là, les gens qui veulent partir de zéro, des gens courageux. Dans le fond, c'est ça que je veux dire. C'est pour les gens courageux, qui veulent faire un effort puis travailler fort. Malheureusement, dans nos temps, on se rend compte, moi-même, je m'en suis rendu compte, quand on est là, on se rend compte à quel point on est paresseux de nos jours. Je pensais, nos ancêtres, ils arrivaient là, ils colonisaient ces régions-là, là, pas avec des scies mécaniques puis des voitures, là, ils arrivaient avec des chariots, puis des haches, puis des petites scies à main, puis avec ça, ils défrichaient des régions entières, puis avec des chevaux, ils arrachaient les troncs d'arbres, puis c'est incroyable la force qu'ils avaient, nos ancêtres, puis il n'y avait pas d'anti-maringouin, il n'y avait pas de muscol, il n'y avait pas rien de tout ça, là, puis des moustiquaires faits en Chine, en nylon, il n'y avait pas ça non plus, fait qu'ils ils ont tous passé à travers ça, et ils avaient de la force, nos ancêtres. Fait que c'est... Moi, ce que je me suis rendu compte en visitant le coin, c'est que c'est un coin qui serait pour ce genre de gens-là, là, qui sont prêts à travailler fort. Puis malheureusement, il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Soyons honnêtes, là, hein, on parle dans Telegram. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas sortir de où ils sont. Là. Fait qu'il faut être réaliste que c'est pas tout de suite qu'on va coloniser cette région-là. Puis la manière dont moi j'ai vu ça, c'est soit peut-être ça va se coloniser lentement avec certains pionniers qui veulent vivre en paix, être plus éloignés là-bas, puis être les premiers à développer une petite ville de base. Sinon, ça va fort probablement être plus pour les gens qui sont désespérés. Fait comme je disais, c'est pour ça que je dis que ça va être un excellent plan B. C'est que tant que la vie va bien là, dans les régions où nous sommes actuellement, je pense pas que personne va vraiment déménager là-bas pour commencer à bâtir là-bas. C'est trop difficile, c'est trop dur. Mais si les gens en venaient à être désespérés, si, admettons, en venaient à avoir une guerre, troisième guerre mondiale, une guerre civile, la famine, ça venait dangereux. Si le monde en venait à se dégrader à un point où là, on ne pouvait plus rester où on en est, ben là, on a cette plaie-là, les gens bougeraient par nécessité. Mais tant qu'on n'en sera pas là, moi, j'ai pas l'impression que les gens vont bouger là, c'est trop compliqué. Puis même moi, je regardais ça, je me disais, tabarnouche, je peux pas vraiment aller bâtir là. Pas en bâtissant Taïos en même temps, c'est du travail. Fait que, il y a peut-être des gens qui vont vouloir le faire, mais c'est pas. Donc, puis aussi, il faut pas oublier le jeu, il y a quand même des chasseurs beaucoup là-bas. Fait que je pense pas que je recommanderais à des gens d'arriver là-bas, une famille, 2-3 familles tout seul. Non. Fait que pour développer la plage, je pense qu'on va faire, c'est bon. De toute évidence, moi, en développant Taïos, c'est sûr que je vais focusser sur d'autres aspects, comme justement les petits territoires plus petits, mais dispersés un peu partout, qu'on est en train de créer plus près des grandes villes, des grands centres, pour l'instant. Mais on va laisser ça comme un plan B, mais on le laisse toujours ouvert. On l'a là, c'est nos terres à nous pareil. Fait qu'on va le laisser ouvert. Puis avec le temps, si des gens, eux, disent hey, moi, je veux aller vivre là-bas, ben là, on va inscrire une liste de gens qui sont prêts. Mais on parle de gens sérieux, là. Tu sais, des gens qui sont pas sûrs, ben, venez pas nous déranger. Mais si vous êtes sérieux, vous voulez y aller, vous êtes prêts, on va vous mettre sur une liste, puis on va accumuler. Puis on va essayer d'attendre d'avoir un nombre critique d'au minimum 50 adultes. 50 adultes, donc ça veut dire qu'on ne compte pas les enfants. Donc, admettons, 50 adultes, ça serait grosso modo une 25 familles, hein, grosso modo. Puis, ça, c'est le minimum, mais j'en recommanderais au moins 100 adultes minimum. Donc, au moins 50 familles. Là, tu as un nombre essentiel où là, ces 50 familles-là, quand on a assez de monde, ben là, ils peuvent ensemble aller se placer puis commencer leur travail de développer un village. Puis avec 100 adultes, ben là, tu as assez de monde pour tes cours de justice,
pour te défendre, pour tes policiers, puis là, tu peux te défendre. Puis là, si les chasseurs causent des problèmes, ben là, vous avez toute la justice avec vous, vous avez tout le... Tu sais, vous emmenez le système de Taïos avec vous, puis là, vous pouvez vous défendre par vous-même. C'est pour ça que je ne recommanderais pas à ce que 2 ou 3 familles aillent un peu pêle-mêle se placer. Donc, il faut créer une colonie, là, pour une petite colonie, puis pour ça, il faut se préparer d'avance, puis préparer les gens, puis quand les gens sont prêts, ben, ils bougeraient tous ensemble. Fait que c'est pas demain la veille, je pense, qu'on va coloniser ce coin-là, mais au moins, on l'a documenté, on l'a vu, on sait ce que c'est. C'est un petit sanctuaire, un petit paradis, on l'a. Il nous attend. On ira quand on sera prêt, si jamais un jour ça vient. Puis encore une fois, ben, il y a beaucoup d'espace pour les 5 arcs. Là, on peut en mettre des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de familles, tous avec leurs 5 arcs, vivant en respect avec la nature. Fait qu'on peut faire vraiment une belle ville. Là. Moi, je pouvais imaginer, un peu en visionnaire, je pouvais visionner moi la ville, comment elle serait avec les petits chemins, puis potentiellement même des gens qui reviennent un peu avec se promener avec des chevaux, puis la chariole en arrière, puis les petits ponts au-dessus de la rivière, puis le petit centre-ville, mais on parle pas d'un centre-ville moderne, mais plus un centre-ville un peu rustique, là, mais quand même avec une cour de justice, puis un édifice pour la ville, puis ainsi de suite, donc une petite église. Ça serait beau, il faut le dire. On pourrait faire quelque chose de vraiment beau, qui serait très étalé, vraiment là, super. Mais encore une fois, pas pour aujourd'hui, c'est sûr, mais ça reste ouvert. Puis si jamais un jour, là, après avoir vu cette vidéo-là, vous dites, mais moi j'aimerais ça me déplacer là-bas, ben donnez-nous votre nom, puis on va vous mettre sur une liste. Puis comme je dis, quand la liste sera assez grande, ben là, on pourra créer une colonie qui va aller se déplacer. Si vous faites partie de ceux qui disent, moi j'ai pas envie d'attendre qu'il y ait une colonie, j'y vais tout de suite, je suis prêt, moi ça me dérange pas, je suis jeune, j'ai 20 ans ou 25 ans, puis j'ai de l'énergie, puis je vais aller construire ma cabane, puis je vais aller Vous pouvez, là, mais comprenez que si vous êtes tout seul, vous n'avez pas la force du système avec vous, parce que là, vous ne pouvez pas faire de cours de justice. Fait que si les chasseurs vous dérangent, vous n'avez pas de la capacité de les arrêter ou de vous faire respecter ou d'avoir... mais vous pouvez quand même le faire. C'est sûr que si ça se passe comme ça, qu'un petit peu par petit peu, il y a des familles qui bougent, puis c'est juste comprenez qu'il y a un plus de risques. Vous n'avez pas un système entier, mais ça se fait. Si les gens veulent commencer à y aller, c'est nos terres, les gens peuvent commencer à y aller. On va commencer à placer les gens, là, chacun dit, là, vous donnez le 5 acres, puis vous commencez à préparer votre terre, amener vos animaux, puis construire votre petite maison, puis votre ferme, puis commencer à vous établir. On peut faire ça. En tout cas, mais vraiment, là, pour résumer tout ça, c'est quand même un paradis. C'est quand même, moi ça m'impressionne qu'il n'y ait pas déjà une ville là. Waouh, je ne comprends pas, c'est tellement un petit paradis. Un sanctuaire génial. Puis on peut un jour, j'espère qu'un jour, peut-être avant ma mort, voir une ville. J'aimerais ça voir une petite ville dans ce coin-là. Ça serait magnifique. J'y vivrais. Alors, moi, je peux vous dire, je ne crois pas que je vais avoir la chance de bâtir une maison là-bas, étant donné le travail que Théos demande moi-même. Là. Mais j'y vivrais. J'ai vraiment vu un endroit où j'aurais aimé vivre. Là. Il y a du beau vent, un temps plus sec, un beau soleil, une forêt magnifique, le vent dans les feuilles, puis vraiment les rivières. En tout cas, hey. Donc voilà. Donc ça termine la vidéo. Bon, évidemment, là, puis en scellant ça, c'est sûr que moi, étant dans le petit voyage là-bas, j'ai pu réfléchir, j'ai pu voir, puis vu que j'ai réalisé que le coin là-bas, c'est quand même un magnifique plan B. Donc, éventuellement, c'est pas là où moi j'ai réalisé qu'à court terme ou à moyen terme, on va focusser nos efforts. Comme je disais, on va focusser nos efforts beaucoup plus sur les régions, les petites régions où il y avait des terres publiques là, que Taïos a clamé, puis là où c'est plus près de où les gens vivent. Parce qu'ultimement, la réalité, c'est ça, les gens ont besoin de pouvoir. On est encore un peu dépendant de la civilisation autour de nous. Fait que c'est plus simple si aller construire, c'est plus proche. Si tu as accès à des magasins, tu peux aller acheter tes matériaux, puis tu peux construire. Moins de maringouins, tout ça, dans des régions qui sont plus petites, qui ont déjà été un peu plus contrôlées. Donc c'est sûr qu'on va focuser vers ça. Et aussi même focuser sur des Taïens, en fait, qui veulent même rester où ils vivent en ce moment même. Des Taïens qui vont peut-être même pas déménager dans des villes taïos, qui vont rester sur leurs terres actuelles, qui sont des terres enregistrées dans des États étrangers, tels que l'État étranger du Québec ou le Canada. Bon, mais ultimement, ça ne vous empêche pas d'être Taïen pareil. Vous pouvez au moins rester là jusqu'au jour où, si jamais un jour le monde devenait mauvais, ben là, vous pouvez venir vivre. Sous la désespération, vous pouvez venir dans la ville de Liberté ou ailleurs, mais vous pouvez rester où vous êtes. On va focuser Taïos sur un état peut-être même plus Internet, maintenant c'est ce que je me rends compte. Restez où vous êtes, puis on va probablement bâtir notre gouvernement, puis bâtir nos cours de justice virtuellement. Et aussi faire l'effort de développer certaines régions. Bon, on sait déjà qu'il y a des groupes qui se développent dans le coin d'Orford,
la région communément nommée sur Orford, donc on va focuser là-dessus. Dans l'ouest, il y a aussi la région, le Swift Rapids, hein, dans la région généralement connue sous le terme de l'Ontario. Donc, on va focuser vers ces petites régions-là qui sont plus proches. Fait que, ben voilà, mais bref, ultimement, c'était une super aventure. Hein. Moi, j'ai eu une belle vacance d'aller voir là. J'étais agréablement surpris. Quel beau coin. Et j'espère un jour, j'espère voir au moins un village. Au moins un village se créer là. Puis si jamais un jour il y a un village, moi, je rêverais de m'y installer. C'est le genre de coin que j'aurais aimé vivre. Vraiment, c'est beau. Fait que, peut-être un jour, on le sait pas. On garde espoir. Fait que je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir.